Bonjour, à toutes et à tous. Bienvenue à vous ainsi, qu'à ceux qui sont en train de nous, rejoindre. Merci, pour votre présence ce matin à ce LinkedIn Live organisé par LHH. Un rendez-vous interactif bien sûr puisque vous, pouvez nous poser des questions, tout au long de cet événement. Nous y répondrons à la toute fin de nos échanges. Et aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet plus qu'essentiel. Comment faire de vos plans de succession des leviers de performance? Un sujet essentiel car dans le contexte économique et sociétal actuel, à l'aune des bouleversements systémiques, sanitaires, géopolitiques que nous connaissons ces dernières années, nous pouvons nous accorder à dire que la seule certitude que nous ayons, c'est que tout est incertain. Alors comment prévoir le visage de nos organisations demain? Que peut-on seulement prévoir d'ailleurs? Quelle nouvelle grille de lecture imaginer pour nos politiques RH? Quelle stratégie développer? Quel profil et quelles nouvelles attentes envisager? Comment concilier talent et nouveau management, performance et confiance? C'est tout l'enjeu de notre rendez-vous aujourd'hui. Un rendez-vous introduit par la présidente de LHH France, Aurélie Feld. Bonjour Bonjour Aurélie. Stéphane. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire sur la stratégie des plans de succession des organisations qui, comme vous le rappeliez Stéphane, est un sujet pointu et essentiel pour pérenniser la performance des entreprises. De notre point de vue, de mon point de vue, c'est un sujet qui devrait même s'étendre au-delà de la strate managériale et qui devrait considérer et concerner l'ensemble du corps social. Ce webinaire, c'est l'occasion pour LHH, pour nous, de croiser les regards et les expertises qui sont les nôtres et qui sont issues de notre nouvelle dimension stratégique. En effet, depuis septembre 2022 et la naissance de LHH Recruitment Solutions, LHH rassemble sous une marque unique, LHH donc, ses activités de conseil, de leadership development, d'accompagnement et de recrutement. Vous me direz, pourquoi ce choix? C'est très simple. C'est simplement pour accompagner encore plus étroitement les entreprises dans leur transformation, puisque ces transformations, elles sont de plus en plus rapides, puisqu'elles sont poussées par toutes les mutations profondes du monde, que ce soit l'énergie, l'écologie, la géopolitique. L'ambition qu'on poursuit, c'est de donner à voir nos expertises, et donc je laisse maintenant toute la place qu'ils méritent à nos experts LHH, évidemment, et à votre facilitation, Stéphane. Merci beaucoup et très bon webinaire. Merci beaucoup Aurélie Feld, présidente de LHH France. Et justement, alors puisqu'on les introduisait, 3 experts sont avec nous, aujourd'hui pour, décrypter ce thème: «Comment faire de vos plans de succession des leviers de performance?» Tout d'abord Anne-Caroline Meuler. Bonjour Anne-Caroline, vous êtes la directrice générale de LHH ICO et vous accompagnez les dirigeants, membres de comités de direction ou comités exécutifs au quotidien dans leur préparation et leur réponse aux défis majeurs de carrière. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Bodina, bonjour, vous dirigez l'activité assessment chez LHH Recruitment Solutions. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et David Soubiel. Bonjour David. Oh. Et vous êtes le directeur du Talent Development chez LHH. Et votre expertise consiste à accompagner, à faire émerger des leaderships différents et surtout adaptés aux nouveaux enjeux. Alors, comment faire de vos plans de succession des leviers de performance? C'est le thème qui nous réunit. Un sujet complexe qui nécessite une analyse précise du contexte pour tenter de répondre. Et d'abord, Anne-Caroline, Jean-Pierre et David, si on voulait faire un état des lieux, justement, comment se présente la nouvelle donne? Je peux te commencer. Le contexte dans lequel on est et on évolue aujourd'hui est un contexte vraiment inédit. Il y a plusieurs éléments, que ce soit des éléments économiques, je prendrai l'inflation qui est plutôt assez flagrant aujourd'hui, des éléments sociétaux, on est dans la transition écologique, transition énergétique, Aurélie le rappelait, et de forts éléments politiques, le conflit en Ukraine, les tensions qu'on peut voir émerger notamment en Asie. Tout ceci rend la situation dans laquelle on est très complexe et sans précédent. Pour illustrer avec quelques chiffres, on a un taux de chômage aujourd'hui qui est historiquement bas. Si je prends les derniers chiffres de l'INSEE, on est à 7,1% au premier trimestre hors Mayotte, et un taux d'emploi historiquement élevé aussi. On a battu le record depuis 1975, on est à 68,6% au premier trimestre. Donc aujourd'hui, c'est évident, on l'observe tous, il y a de très fortes tensions sur le marché de l'emploi. Les organisations, les entreprises font face à une pénurie de compétences aujourd'hui. Elles ont beaucoup de difficultés à recruter.
ce qui met en très forte pression, une très forte pression et en très forte tension leur performance économique et leur pérennité. Anne-Caroline, votre contribution à cette analyse, justement? Oui, dans le même temps, ce qui est absolument considérable, c'est que le turnover des dirigeants a continué à augmenter depuis les 2-3 dernières années. À l'heure où je vous parle, d'après le Gartner, il y a un dirigeant sur 3 qui est en train de bouger. On ne parle même pas de ceux qui se posent la question. Et après, ça cascade sur l'ensemble de l'organisation. Donc, pénurie de compétences, difficulté de recrutement et en même temps une mobilité accrue au niveau de la tête. Donc, véritablement, et ça lance le sujet, je crois, de ce matin, comment préparer, comment anticiper cela, comment engager eux-mêmes les dirigeants par rapport au sujet de la transmission et de la succession. Et peut-être, on verra en conclusion, considérer que les plans de succession, ce n'est pas un sujet tabou comme sur le plan personnel. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on parle de sa succession que pour autant on a déjà les 2 pieds devant. Jean-Pierre, votre avis sur le contexte? C'est un avis partagé parce qu'il vient évidemment d'être dit. Je renforcerai juste les choses en disant que la Covid a bouleversé notre rapport au travail. On est vraiment en situation marquée post-Covid. Plus aucune organisation ne considère pas aujourd'hui le télétravail comme un acquis. On parle notamment chez les cadres, mais sur l'ensemble des salariés, d'une balance, un juste équilibre entre sa vie privée, sa vie professionnelle. Ça, c'est quelque chose, c'est vraiment un phénomène nouveau. On va voir comment ça impacte l'échange qu'on va avoir ce matin. On parle aujourd'hui de la semaine de 4 jours, sur fond, comme vient de le dire David, d'une tension historique du marché de l'emploi, notamment des cadres, une tension forte. Ces cadres qui sont, eux, en quête de sens, plus que jamais. On va voir en conséquence de quoi aujourd'hui on a besoin de sens dans notre activité professionnelle et pas simplement de travailler pour vivre. Et donc, toutes ces incertitudes viennent bouleverser ce qui était acquis hier dans nos organisations, où on avait planifié les choses, où on était presque sécurisé dans notre approche de la mobilité, des plans de succession, et on se retrouve aujourd'hui dans une volonté marquée du changement de cadre, de sens, qui va nécessiter que toutes les organisations repensent leur approche de la ressource humaine. Justement, ces changements de contexte que vous évoquiez tous les trois, David, tout d'abord, quels impacts ont-ils sur les organisations? Comme vient de le dire Jean-Pierre, en fait, les équipes RH, les organisations en charge de la gestion des talents se doivent aujourd'hui de faire bouger les choses. Alors, ce n'est pas nouveau, le sujet des plans de succession, c'est quelque chose qui existe dans les entreprises depuis de nombreuses années, de nombreuses décennies. Chacune des entreprises, des équipes RH revoient de façon régulière les processus talents pour les adapter avec toujours la recherche de gagner en agilité et de mieux répondre aux opérationnels. Mais le contexte que l'on vient de décrire, il appelle plus aujourd'hui. Il appelle un nouvel équilibre. Il appelle effectivement une équation qui n'est pas simple à résoudre, hein, qui va adresser la dimension sociale, la dimension économique, et notamment avec un changement presque de paradigme. C'est de plus en plus la gestion des talents autour des compétences et de la compétence. Et ce nouveau prisme, aujourd'hui, il nécessite de mieux faire fonctionner, encore plus faire fonctionner ensemble, à la fois la stratégie business de l'entreprise ainsi que la stratégie talent. Oui, et si je peux rebondir tout de suite, je crois que faire un lien de corrélation entre la stratégie business et la stratégie des talents, je ne sais pas si c'est nouveau, mais c'est absolument fondamental aujourd'hui. C'est là où on comprend l'importance d'avoir l'ensemble du système impliqué et en coopération par rapport au sujet, incluant les dirigeants et même les leaders ou les managers par rapport à ce sujet-là, qu'il s'agisse du sourcing, du recrutement, du développement, de la mobilité et de l'accompagnement au quotidien et de la transmission et donc du coup des plans de succession. Et pour la partie dirigeant, c'est vrai qu'on peut attendre d'un leader qu'il soit un stratège, qu'il ait une orientation business, qu'il ait une vision, et il doit aussi être impliqué comme rôle modèle dans la transmission et dans l'identification de ses talents,
de ses propres successeurs, même si ça peut être délicat pour certains, et je pense en particulier aux entreprises familiales, ça peut être délicat de se dire il y a une fin et je dois transmettre. Donc ça veut dire participer aux revues des talents concrètement. Travailler sur sa transmission, c'est absolument fondamental. Il y va de la réputation de l'entreprise, il y va de la pérennisation, du carnet d'adresses, du réseau, il y va du savoir-faire et de la transmission de cette expertise. Savoir préparer les futurs leaders, c'est pas forcément dans le cahier des charges, Jean-Pierre nous dira peut-être derrière, dans le cahier des charges quand on est recruté. Pour autant, ça devient absolument essentiel d'être dans ce mentoring ou dans le reverse mentoring aussi, parce qu'il y a la question de comment on implique les plus jeunes. Et puis, autre point qui me paraît important, et ça, on n'en parle pas souvent, ou les leaders eux-mêmes ne sont peut-être pas conscients de cela, peut-être qu'ils peuvent être accompagnés aussi là-dessus. On ne s'improvise pas manager de la transmission, et le frein qu'il pourrait y avoir à transmettre, préparer et à parler de l'après, il est lié à ce qu'on ressent soi. C'est comment je me projette, quelles sont mes propres inquiétudes, est-ce qu'il y a un après justement en dehors des murs, et donc permettre à des dirigeants d'être accompagnés et d'être conseillés là-dessus, ça peut être intéressant, sachant qu'eux-mêmes peuvent avoir peut-être quelques freins ou quelques inquiétudes à en parler à leur entourage. Jean-Pierre? Oui, fort de ce qui vient d'être dit, en somme, on a bien compris que le monde change. Les organisations doivent, elles, en conséquence, s'adapter, et notamment à travers les équipes RH qui, elles, doivent toujours mieux répondre aux besoins des salariés, des cadres et dirigeants. Nous, notre constat, c'est pas seulement dire ce qu'on fait, mais c'est surtout de faire ce qu'on dit, et donc de remettre l'individu au centre de la préoccupation RH de l'entreprise. Si hier, on pouvait penser des programmes qu'on apprenait finalement dans les masters RH de GPEC pour les plus anciens d'entre nous, la gestion prévisionnelle des emplois, des compétences, etc. On était fiers de déployer des stratégies massives qui prenaient quelques années à réfléchir, quelques années à mettre en place. Et une fois qu'on les mettait en place, elles étaient presque un peu déjà dépassées. Aujourd'hui, le temps s'est vraiment accéléré. Et donc, on n'a pas d'autre choix que de s'adapter et de remettre l'individu, le salarié, cadre, dirigeant, au cœur de nos préoccupations, au cœur de la stratégie même de l'entreprise, parce que la plupart des organisations, sans talent, ils ne font pas grand-chose. Et donc, tout ça, ça a été en plus accéléré notamment par la réforme de la formation qui, de toute façon, donne aux salariés le choix de sa trajectoire individuelle. Donc, un des constats majeurs, c'est à la fois d'être en mesure d'avoir une approche globale, mais tout en tenant compte de l'individualisation de chacun pour que chacun se sente accompagné dans sa trajectoire individuelle dans un programme plus global pensé par l'organisation. Donc, c'est ce double niveau d'accompagnement à la fois global et individuel. Alors, j'entends vos préconisations, nous entendons vos préconisations, mais si une entreprise, une organisation décide de continuer à agir comme elle l'a toujours fait ou simplement en ajustant au jour le jour sa politique RH, voilà, quels sont les risques qu'elle peut encourir? Les risques majeurs, qu'est-ce qu'on peut répondre à quelqu'un qui ne s'adapte pas au changement? Eh bien, c'est qu'il n'est pas au rendez-vous ni de son marché, ni de ses attentes. Il répond pas aux besoins de ses clients. Si on prend une image qui m'amuse toujours, si on revient, non pas à l'âge de glace, mais presque un peu avant, aux fameux dinosaures qui, eux, étaient au sommet de la pyramide alimentaire, c'était les plus forts et ils étaient incontestables au sommet de la pyramide du globe de l'époque. Et puis, il y a eu non pas un réchauffement climatique comme on le connaît aujourd'hui, mais plutôt la période glaciaire. Eh bien, ces dinosaures qui ne se sont pas adaptés ont disparu du globe. Et de la même façon, si on fait une analogie, aujourd'hui, il y a des changements massifs dans l'organisation des stratégies d'entreprise. Le monde a changé, on est dans une globalisation qui s'accélère. On le verra, c'est aussi accéléré par l'intelligence artificielle, etc. Et donc, si les entreprises ne font pas face à cette adaptation, si elles n'anticipent pas dans la mesure du possible cette adaptation,
elles vont être amenées à disparaître ou en tous les cas à être bien fragilisées vis-à-vis de leurs concurrents qui, eux, seront davantage préparés. Alors, dans le contexte que vous décrivez tous, on revient sur les leviers à activer pour piloter son plan de succession. C'est le thème de notre rencontre aujourd'hui, avec d'abord la question des profils. Comment fait-on pour les renouveler? Je pense que tout d'abord, c'est important, c'est de clarifier ce dont l'entreprise a besoin. De quel profil elle a besoin, de quelle dimension de leadership, de quel comportement l'entreprise a besoin pour mettre en œuvre son projet, que ce soit une transformation, que ce soit la stratégie. Et cette notion de profil, elle s'entend à la fois bien sûr en termes de compétences comportementales, de compétences techniques, sachant que les deux sont des choses qui se développent, hein, ainsi qu'en termes de savoir-être. Ce sont des attributs plus difficilement développables qui vont couvrir les éléments de motivation, qui vont couvrir des traits de personnalité, et ce qui va aider à faire forger la culture ou de s'assurer de l'alignement avec la culture de l'entreprise. Mais ce qui est primordial, c'est que cet exercice ne se fasse pas en chambre uniquement avec les équipes RH. C'est que cet exercice, il se fasse pour servir la stratégie de l'entreprise, en fonction du marché, de là où elle se situe, des compétiteurs, et que ça soit porté par le business et par les opérationnels. Une fois que ceci est atteint, c'est qu'est-ce qu'on fait pour atteindre la cible? C'est-à-dire que quand on a clarifié ce dont on a besoin, quelle stratégie RH, quelle approche spécifique on peut mettre en place. Et ça se fait forcément à l'aune des profils qui sont dans l'organisation aujourd'hui, des talents qui sont présents. Et il est aussi important, on l'a déjà dit, hein, c'est de voir comment on va pouvoir aller continuer à acquérir les talents en externe, comment on va pouvoir renforcer les compétences. Et c'est vraiment cet équilibre qui doit se trouver entre l'identification, le développement des talents en interne avec l'acquisition de talents externes, comme étant la première étape à poser en tout cas. Anne-Caroline Müller, sur ces questions, sur ces leviers à activer. Oui, le comment pose la question effectivement du type de profil, et on verra peut-être derrière en termes de leadership qu'est-ce qui est attendu aujourd'hui. Je crois que les organisations doivent aussi pouvoir s'autoriser un peu de créativité, c'est-à-dire tu parlais de compétences, David, auparavant. Oui, il y a cette notion de compétences, et je dirais plus globalement, c'est qu'est-ce que l'entreprise cherche à faire, quel est le type de transformation qui est opéré, est-ce qu'on est sur un sujet de croissance, est-ce qu'on est sur un sujet de restructuring, d'acquisition, et donc on va regarder quel est le type d'expérience qui serait requise, quitte à sortir peut-être des sentiers battus et aller chercher quelqu'un qui est de l'industrie alors qu'on est dans le service ou des secteurs plus fins. Donc ça, c'est un point. Arrêtons peut-être de faire tout le temps du copier-coller. Peut-être que ça aussi, ça permettra de fluidifier, de répondre à la pénurie de compétences qu'on évoquait tout à l'heure. Ça, c'est le premier point qui me vient à l'esprit. L'autre point, et il est peut-être aussi un peu tabou, désolé de mettre, de mettre le sujet au milieu de la discussion, mais pour pouvoir renouveler, ça veut dire qu'on fait rentrer des nouveaux talents, on développe des nouveaux talents et on en fait sortir des nouveaux aussi. Donc posons les choses. N'ayons pas peur d'adresser ce point-là. Encore une fois, à partir du moment où on permet à des talents de s'exprimer autrement, ailleurs, différemment, on peut gagner en agilité dans les organisations, quitte aussi à penser transversalité, mission en dehors des murs ou d'autres choses. Jean-Pierre, dans les mots utilisés par Anne-Caroline, il y a en filigrane la question de l'anticipation qui apparaît, non? Oui, l'anticipation et l'agilité. L'agilité, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que c'est un phénomène assez récent. Auparavant, les plus anciens peut-être d'entre nous, on voyait les trajectoires, on faisait 15 ans, 20 ans, 30 ans, voire toute sa carrière dans la même organisation et on ne se posait pas la question. Et aujourd'hui, sans que ce soit encore légion, mais on peut tout à fait débuter sa carrière au sein d'un groupe ou d'une entité, ensuite avoir un travail où on se met en freelance, en auto-entrepreneur ou en management de transition, puis revenir dans l'organisation, etc. Donc, il y a vraiment une souplesse, une agilité, et l'organisation, elle doit penser aussi l'individu, non pas du début à sa fin de carrière, mais à l'accompagner en fonction de l'évolution de ses propres besoins. Et donc, tout ça, c'est anticiper les besoins de son marché, anticiper les besoins à venir de ses collaborateurs. Les cycles sont devenus beaucoup plus rapides. Par avant, on avait des cycles peut-être de 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, ça s'est vraiment beaucoup plus accéléré parce qu'on est en quête de sens les uns les autres. Et donc, il faut que l'organisation aussi s'adapte avec cette agilité,
ce qui n'est pas si simple. Parce que l'organisation, elle a plus d'inertie, elle met plus de temps à repenser ses systèmes de mobilité, de détection des potentiels en interne, voire de fidélisation. Alors, moi, je vais aussi dans le sens de ce qu'a dit tout à l'heure David. On peut distinguer les hard skills et les soft skills. Et l'entreprise, elle n'a pas de difficulté à former sur la connaissance et le savoir parce que c'est elle qui détient la connaissance et le savoir. En revanche, ce qui est de plus en plus critique aujourd'hui, c'est de détecter la capacité d'apprentissage, d'adaptation, l'agilité, la résilience chez l'individu. Et ça, quel que soit son niveau d'expertise ou sa fonction dans l'organisation. Alors évidemment, plus on monte dans la pyramide et plus on va être exigeant en fonction de certaines dimensions, caractéristiques en termes de personnalité et d'intelligence émotionnelle. Mais ça devient vraiment plus que critique. Et comme on a aujourd'hui la possibilité, en tous les cas, d'offrir des solutions qui n'existaient pas hier, on a une conjoncture qui fait que non seulement il y a des besoins, et il y a des éléments de réponse adaptés à ces besoins, ce qui permet finalement de compenser les écarts qu'il peut y avoir entre les attentes de l'entreprise et les besoins des individus. Alors, concrètement, quelle méthodologie donc développer, quel facteur clé de réussite développer, déployer pour une stratégie d'acquisition des entreprises efficaces? J'imagine que ceux qui nous écoutent vont écouter attentivement la réponse. Si on avait une réponse, on déposerait certainement la marque et on aurait un concept qui serait le plus redoutable. Mais dans la question des quelles méthodologies, c'est au pluriel, évidemment. Oui, mais voilà, c'est ça. Et donc, moi, j'ai envie de dire que c'est plurifactoriel, que ça va... La réponse dépend un peu de la question, du contexte, de l'environnement, de la maturité, de la taille de l'entreprise, de ses contraintes, de son marché, de ses moyens, de sa culture. Mais en revanche, il y a quand même des points communs. Toutes les entreprises doivent, et maintenant elles sont assez matures sur ce point, elles doivent travailler leur visibilité, leur marque employeur. On va même parler aujourd'hui de raisons sociétales. On voit bien que des grands groupes, par exemple, du secteur de l'énergie, du oil and gas, mettent en avant leur énergie verte, ce qui n'est pas forcément gagné quand on travaille sur du pétrole et du gaz. Mais en revanche, on essaie de redonner du sens en cohérence avec l'ère du temps de l'entreprise pour pouvoir attirer les talents. On doit s'engager sur une écologie responsable, une entreprise plus égalitaire, plus inclusive. Et donc, tout ça, ce sont les valeurs que toutes les organisations sont amenées à réfléchir pour travailler les facteurs qui vont pouvoir être favorables à cette stratégie d'acquisition des talents. Anne-Caroline Müller, sur la méthodologie, votre avis? Oui, quand on regarde, je prends le sujet à l'envers, quand on regarde les raisons pour lesquelles des salariés quittent l'entreprise, les études mondiales 2022 disent que 2/3, plus de 70% sont partis pour avoir un meilleur salaire. Donc, est-ce qu'on va faire ça? Peut-être pas, parce qu'après, c'est la course à l'échalote. Ou bien pour avoir un environnement de travail plus épanouissant. Ok, très bien. Est-ce que pour autant, il faut aller dans du télétravail où chacun est dans sa maison de campagne? Je ne pense pas non plus que la solution soit là. Pour autant, il y a un sujet, comme l'évoquait Jean-Pierre à l'instant, de sens, d'environnement. Il y a un changement de paradigme aussi, je pense. Hier, les carrières, sans revenir linéaires, une seule société, etc., étaient différentes. Aujourd'hui, on peut s'autoriser à faire des mouvements en transversal. On ne va pas que progresser en vertical. Donc, comment, dès le premier temps, c'est-à-dire au moment de l'attractivité et du recrutement, on met ça en perspective, on en parle. Finalement, il y a un changement de paradigme. Hier, on parlait de gestion des carrières, on passe à la gestion de son employabilité. Et l'employabilité, c'est un sujet qui est individuel, comme le disait David tout à l'heure. C'est je suis responsable, moi,
en tant que collaborateur de travailler mon employabilité. Et si demain ou aujourd'hui, j'ai un employeur qui me dit je vais te former, je vais te permettre d'avoir des missions en transverse, ça va m'intéresser. Je vais me dire que peut-être qu'à 45 ans ou 50 ans, je ne serai pas qu'un senior qui doit encore travailler 15 ans ou 20 ans de plus. Donc, ça veut dire aussi concrètement, et au moment du recrutement, et dans le développement des talents, et dans l'accompagnement des managers sur ce sujet-là, imposer la question de la responsabilité. Elle est individuelle, ce n'est pas que l'entreprise n'existe pas, hein, c'est un corps. De poser le sujet de la connaissance de soi. Finalement, qu'est-ce qui nous empêche de nous projeter ou de continuer à nous développer? On bug parfois, on a du mal à trouver qui on est, qu'est-ce qu'on a envie, comment on a envie de contribuer. Et c'est encore plus vrai au bout de 10-15 années d'expérience. Ça veut dire que l'entreprise, et souvent un reproche qui est fait, l'organisation est incapable de donner la visibilité de ses besoins. On a parlé des besoins et du lien entre la stratégie et les talents. Donner la visibilité de ses besoins à l'ensemble des collaborateurs, mais également qu'est-ce que ça signifie en termes d'expérience et en termes de compétences. Tout cela va paraître à la fois très simple et très compliqué à mettre en œuvre, et c'est là où on peut donner un coup de main. Et puis, poser la question du projet professionnel. C'est ce qu'on fait souvent quand on travaille sur les transitions. On ne s'intéresse pas au CV, on ne s'intéresse pas à la compétence, on s'intéresse à ce que la personne peut avoir envie d'apporter, à quoi elle a envie de contribuer et quelles sont les expériences et quels sont les bénéfices que ça peut présenter. Et puisqu'on parlait des profils, il faut que chacun connaisse son profil, justement, vous le disiez, chaque salarié, chaque personne soit responsabilisée par rapport à ça. Et justement, pour l'entreprise, il y a une autre difficulté, c'est comment prendre en considération les écarts de profil, justement, dans les plans de succession, entre cadres et non-cadres, par exemple, entre aussi les femmes et les hommes. Ce sont des sujets qui sont importants aujourd'hui. Un des éléments de réponse, c'est déjà de trouver des trajectoires exemplaires ou ce qu'on appelle des modèles d'identification et donc de montrer que c'est possible. Un environnement qui serait sclérosé par non, je suis recruté comme employé, agent de maîtrise ou non manager, je n'ai pas de perspective d'évolution, serait antinomique dans la discussion qu'on tient, puisque on a bien démontrer que l'entreprise, elle doit être dans une dynamique positive pour pouvoir utiliser les talents dans l'intérêt des individus et dans l'intérêt de l'organisation. Donc, il faut qu'il y ait une certaine perméabilité entre les différentes fonctions et pas simplement, comme vient de le dire Anne-Caroline, en verticale. C'est-à-dire qu'on peut développer aussi des degrés d'expertise. Je peux, moi, être un technicien aujourd'hui, mais sans avoir d'ambition d'être manager, mais en revanche, d'être un référent technique sur de l'excellence opérationnelle ou que sais-je. Et donc, à nous aussi de pouvoir être capable de sortir d'un cadre préétabli de ce que nous avons appris dans nos manuels et de se dire aujourd'hui le monde a changé, les attentes ont évolué et peut-être aussi travailler sur par exemple un aménagement du temps de travail ou être détaché en termes de formation ou d'expert ou de référent et pas simplement distinguer l'individu dans sa trajectoire en disant je commence comme salarié, puis ensuite employé, puis ensuite agent de maîtrise, cadre, etc. Cette notion-là, elle est déjà un petit peu dépassée parce que un cadre dans sa trajectoire, il va avoir besoin peut-être d'être rémunéré plus avec des bonus. L'autre va avoir besoin d'un équilibre vie privée, vie professionnelle, du temps libre, d'être accompagné par de la formation, se développer. Et donc, c'est tout ça, réduire les écarts. Réduire les écarts, c'est déjà prendre conscience qu'il peut y avoir des trajectoires différentes, des horizons différents et de tenir compte à chaque fois des attentes des uns et des autres. Et puis, on ne peut pas faire l'impasse sur la force des modèles d'identification positive dans une organisation. Parce que si on a un CODIR qui est uniquement constitué d'hommes de même niveau social, de même niveau éducatif, de même formation académique, etc., qu'est-ce qu'on envoie comme message aux collaborateurs et aux salariés? Et donc, il faut que la trajectoire des femmes soit possible, que des non-diplômés soient possibles, etc. Et qu'on mette en place
peut-être d'autres systèmes que ceux qu'on a, nous, ancrés dans notre culture européenne et franco-française. Et donc, ces modèles d'identification-là vont permettre à ceux qui en ont l'ambition, qui en ont le talent, de pouvoir dessiner, tracer leur propre trajectoire en interne pour ouvrir aussi des champs qu'on n'envisage pas aujourd'hui. Donc, il faut absolument, pour considérer ces écarts, changer de grille de lecture, hein. Voilà, en 2 mots, hein, je résume. David, puis ensuite Anne-Caroline Müller. Compléter le point porté par Jean-Pierre, je crois beaucoup à la valeur du process, des rituels, et notamment des rituels et des processus RH, comme étant un moyen de pousser cette diversité et notamment surtout de favoriser son inclusion. Donc à toutes et à tous les RH qui nous écoutent aujourd'hui, moi je peux juste vous dire, continuez, ne lâchez rien, continuez à challenger les COMEX, les CODIR pour continuer à intégrer dans les plans de succession la diversité dont parlait Jean-Pierre, ou a parlé également Anne-Caroline, à savoir la diversité de genre, la diversité de diplômes, la diversité d'éducation, la diversité sociale, et pourquoi pas voilà, proposer des parcours un peu plus atypiques. Et c'est ça qui, au quotidien, fera bouger les lignes. Donc, c'est vraiment faut continuer à pousser ce sujet. Anne-Caroline, des idées d'action à pousser, justement? Oui, bah je rebondis, je suis d'accord avec David et Jean-Pierre. Si on parle Heureusement, parce que on aurait été pour l'instant, on va voir jusqu'à la fin. Mais pour effectivement sur la notion de genre en particulier, quand on regarde les entreprises qui performent le mieux sur ce sujet, c'est-à-dire qui ont réussi leur diversité et notamment au niveau des instances dirigeantes, en fait, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que, d'une part, au niveau du sourcing, le point, il est pris en compte, mais le sourcing, pas seulement à l'entrée de l'entreprise quand j'ai 25 ans, et parce que vous avez beaucoup d'organisations où finalement on est en 50-50, en tout cas sur certains secteurs, hein, je ne dis pas dans le BTP, mais où on est en 50-50 hommes-femmes, si on ne prend que la question de genre. Qu'est-ce qui se passe 10 ans après? Vous n'êtes plus en 50-50. Et quand il s'agit d'évoluer vers les instances dirigeantes, on est peut-être sur du 80-20 ou du 95-5. Donc, on a une problématique de sourcing, non seulement en amont, mais également sur les différentes strates managériales. Donc, comment on accompagne ça et comment on accompagne chacun, et notamment dans les processus de recrutement et dans l'appréciation des biais cognitifs que nous pouvons avoir. Deuxième chose dans laquelle je crois personnellement, les objectifs, ça permet de mesurer, bien entendu, les résultats. Maintenant, le diktat des quotas ne fait pas tout. Je crois volontiers que quel que soit le projet de transformation, et a fortiori quand il est ambitieux, si on sait illustrer, tu l'as dit Jean-Pierre, si on sait illustrer les bénéfices, si on sait illustrer le pourquoi est-ce que ça a donné, ça ne fait que donner encore plus envie, et le fait d'avoir des rôles modèles là-dessus peut être aidant. Et enfin, rapidement, troisième chose, et c'est un vécu là en ce moment, j'ai la chance d'accompagner une haute dirigeante qui est pressenti dans un plan de succession, et c'est bien notre sujet, à un très haut niveau, dans un très grand groupe, et je ne peux pas en dire plus. Ça fait 15 mois, ça fait très exactement 15 mois que je l'accompagne sur des sujets d'assertivité, de prise de décision, de déploiement de sa visibilité en interne et plus globalement. Et ça, c'est bien l'illustration que ça s'anticipe. Autre question justement pour les politiques de gestion que l'on doit voilà, rénover. Où doit se situer le curseur entre accompagnement collectif et individuel? C'est vrai que vous en parliez tout à l'heure, au-delà des gros process, aujourd'hui, il y a aussi de l'adaptation, de l'individualisation à mettre en œuvre plus que jamais. Mais où se situe le curseur, David? En écho plutôt à ce que vient de partager Anne-Caroline, c'est surtout ça l'objectif, c'est le développement. L'objectif n'est pas que l'identification, que cartographier des successeurs, en reste là. Il y a une vraie responsabilisation de chaque manager sur le fait de préparer son successeur à pouvoir prendre la suite. Le développement des individus, notamment sur des fonctions managériales de direction, de dirigeants, c'est un développement qui va s'appuyer sur différents outils. Il y a bien sûr l'exposition sur le poste, il y a des accompagnements collectifs, comme la formation, comme le programme de développement du leadership,
Et puis des accompagnements individuels, je pense notamment au coaching ou au mentoring avec certains de ses pairs. Donc c'est vraiment, pour chacune des personnes, dans un plan de succession, vraiment construire, ciseler le plan de développement pour répondre aux besoins de la personne. Et je ne crois surtout pas à l'égalité de développement, je crois à l'équité de développement qui est fonction du niveau de compétence et du potentiel de développement. Mais ce qui me paraît indispensable, et Jean-Pierre en parlait tout à l'heure, et ça s'est renforcé par ce que l'on voit aujourd'hui émerger, c'est de vraiment remettre le collaborateur, le manager, le dirigeant qui est développé au cœur du dispositif. On prône depuis de nombreuses années une orientation client lorsqu'il s'agit de clients externes. Considérons les collaborateurs, les personnes que l'on développe comme étant des clients. Et ça fait le lien avec tous les sujets de rétention, de capacité à sécuriser la force de l'organisation à maintenir son activité. On a évoqué ensemble jusqu'ici le contexte, mais aussi voilà, la méthodologie à développer pour s'emparer de ce contexte mouvant et incertain et quel levier d'action développer également. Avant d'enchaîner sur la suite, je rappelle à tout le monde que vous pouvez bien évidemment nous poser toutes les questions que vous souhaitez dans ce live. Nous les traiterons juste à la fin de nos interventions. Anne-Caroline Müller, on plonge justement dans cette troisième partie de nos échanges autour des tendances, des perspectives. Quelles tendances de carrière observez-vous pour les leaders d'aujourd'hui ? On veut plonger avec joie, un peu de fraîcheur pour poursuivre. Sur les leaders, on l'a dit, un rappel de contexte tout à l'heure, à partir du moment où il y a un contexte qui est très changeant et qui est accéléré, ça signifie, je crois, pour les leaders d'être acteurs, d'être acteurs de la suite de leur carrière ou de leur employabilité, puisque je disais que peut-être qu'il y avait un changement de paradigme. Donc, être acteur ou être entrepreneur, si ça parle plus à certains. Donc là, je m'adresse non seulement aux directions des ressources humaines et aux directions des cadres dirigeants, mais également à tout leader qui est ici ou qui est en train de germer. Il s'agit vraiment de sortir de l'immobilisme et de considérer le changement comme une opportunité, même si l'inconnu peut faire peur à certaines ou à certains. Prendre en compte, David le disait, également le fait que finalement il y a cette dualité de transformation à accompagner. L'organisation, l'entreprise change, le marché change, et moi en tant que leader, je dois changer en même temps. Donc comment je développe cette agilité et ne pas hésiter à se faire accompagner. Je crois on peut parler de coaching, on peut parler de mentoring, on peut parler de ce que vous voulez. L'idée, c'est de ne pas rester seul. On sait combien un dirigeant, un leader au quotidien voilà, et seul dans l'exercice de ses fonctions, elle ne peut pas dire grand-chose. En tout cas, pas chez lui, dans le monde de l'entreprise, peut-être encore moins. Autre fait marquant qu'on observe depuis peut-être 12 mois, donc c'est assez récent, il y a une problématique, le curseur s'est déplacé en termes d'âge. Post-Covid, peut-être, je ne sais pas, on est sollicité, nous, LHH, par des profils beaucoup plus jeunes. Beaucoup plus jeunes, ça veut dire quoi? Ça veut dire des cadres A ou des cadres A++ qui se posent la question de sens que Jean-Pierre évoquait et qui sont prêts peut-être à changer un certain nombre de choses, qui interrogent la carrière au sens traditionnel pour peut-être évoquer d'autres formes d'engagement, de portefeuille de carrière ou des choses comme ça. Et pour les seniors, il est évident que ce qui s'est passé dans les derniers trimestres, je ne reviens pas sur les faits, oblige ou motive, je ne sais pas comment il faut le dire, les plus seniors à se dire est-ce que je reste dans mon entreprise ou est-ce que je vais chercher d'autres formes d'engagement. Donc il y a une notion individuelle d'employabilité, de projection, d'aspiration. On va visiter non seulement les compétences, mais c'est notre encouragement, quelles sont nos aspirations. Si on est sur ce qui nous motive, on est tout de suite performant. Je pense que l'équation est plus facile comme ça. Donc, ça veut dire aussi inciter les organisations et directions des ressources humaines peuvent avoir leur rôle à jouer, c'est inciter les uns et les autres peut-être à revisiter la promesse de départ, à revisiter les rêves d'hier, les réactualiser, on a le droit de changer ou faire totalement un reset et ça permettra à l'organisation aussi d'être beaucoup plus agile. Pour les femmes, autre tendance rapidement, toutes les femmes ne souhaitent pas être nécessairement dirigeantes.
pas plus que les hommes d'ailleurs, soyons paritaires dans le propos, mais celles qui ont envie d'avoir un job au COMEX, il faut aller le chercher, il ne viendra pas tout seul. Et si on vous le propose, parce que ça peut arriver aussi, arrêtons de nous poser, je vais le dire comme ça, arrêtons de nous poser la question, mais est-ce que j'en suis vraiment capable? En revanche, tout leader se fait accompagner. Jean-Pierre, je vous voyais réagir à ces propos. Oui, c'est juste en complément, c'est dire que on ne doit pas nous limiter notre perception au monde du salarié ou du contrat CDI. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est marqué depuis quelques années, mais qui va un peu en s'accélérant pour devenir un phénomène. C'est aussi les autres natures de contrats qui lient l'individu à l'entreprise, notamment le management de transition ou les leaders confirmés qui ont pris goût fonctionnent de plus en plus en mode projet, donc vont intervenir dans des phases critiques de l'entreprise à des moments clés avec leur seuil d'expertise. Et donc, ne pas penser non plus toujours, notamment avec l'allongement de l'âge de la retraite, à se dire, voilà, il va falloir que l'entreprise maintienne l'employabilité des salariés. On peut aussi penser d'autres formes. En fait, en résumé, il va falloir qu'on sorte du cadre connu qui nous rassurait auparavant pour penser d'autres modèles un peu plus innovants et créatifs. Et justement, l'autre enjeu, enfin l'un des enjeux pour les organisations, ça va être d'insuffler un nouveau leadership. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment expliquer cet aspect? On l'a vu à partir du moment où les organisations ont des transformations conséquentes à opérer, elles doivent s'interroger sur est-ce qu'elles ont les bons leaders et les bons styles de leadership au sein de l'entreprise pour opérer, pour exécuter, pour mener ces transformations. Se poser la question, ça ne veut pas nécessairement dire oui ou non. À chacune des organisations, des secteurs, en regard des transformations à opérer, de se déterminer par rapport à cela. Ce qu'on peut observer comme tendance, c'est qu'au-delà des qualités reconnues d'un leader, de vision stratégique, de prise de décision, de navigation dans l'incertitude, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a des choses qui émergent en termes de savoir-être, d'intelligence émotionnelle. Donc, ça revient à la mode, on va dire, parce que ce n'est pas non plus un fait nouveau qui date de 2023, d'intelligence sociale ou sociétale. On est dans la relation, on a évoqué comment les nouvelles organisations du travail nécessitaient peut-être d'engager, de mobiliser et également à distance. Et puis, un point qui nous paraît important, on est beaucoup sollicité sur les sujets de communication. Communiquer le sens, communiquer la vision, communiquer la direction, c'est un point important, et être aussi en capacité de communiquer, comment dirais-je, dans l'instant présent, avec le déploiement des réseaux sociaux, l'émergence des faisceaux d'informations, et ce ne sont plus que les journalistes qui peuvent diffuser la bonne information, ils le peuvent, mais pas que. Le dirigeant, par exemple, ou un certain nombre de collaborateurs doivent être en capacité de réagir immédiatement par rapport au marché. Donc, c'est des qualités qui vont être essentielles. Il y a cette capacité à fédérer à laquelle vous faites écho. David, votre idée sur cet aspect du renouveau du leadership? Dans la continuité de ce que vient de préciser Anne-Caroline, ce que je vois émerger de façon encore plus significative aujourd'hui, et pour moi une des plus grandes difficultés des leaders ou de ceux qui ont apporté certains projets, c'est vraiment toujours une question d'équilibre, c'est de trouver le bon équilibre entre la capacité à faire, on va dire, à délivrer la feuille de route stratégique, implémenter la transformation et à assurer le quotidien. Si je vais prendre une expression un peu populaire, je pourrais dire, effectivement, c'est pendant les travaux, le magasin reste ouvert. Donc, c'est-à-dire qu'il faut porter à la fois la stratégie et le très opérationnel, ce qui n'est pas simple et pas donné à tout le monde. Mais au-delà de ça, ce qui me paraît aussi indispensable, c'est que le leadership aujourd'hui ou de demain, il soit encore plus orienté talent. Il faut que nos dirigeants, que les dirigeants continuent à investir du temps pour pouvoir avoir des moments d'échange avec les collaborateurs, avec les gens qui sont dans les plans de succession, pour leur donner des perspectives, pour expliquer la vision, pour avoir des conversations de carrière avec du sens. Parce que Jean-Pierre l'a dit un peu en ouverture, c'est un levier extraordinaire de rétention et qu'il est aujourd'hui indispensable d'utiliser et d'actionner ce levier.
Jean-Pierre, votre avis sur cette mutation un petit peu du leadership? Dynamique de mouvement, donc c'est-à-dire à nous adapter. Et donc finalement, on a deux choix, hein. Face au changement, c'est soit on le subit ou soit on en fait une opportunité. Et ce qui est assez drôle, finalement, moi je vais revenir sur j'allais dire le traumatisme qu'on a subi avec la Covid, mais je ne sais pas si c'est un traumatisme ou un accélérateur, parce que finalement, ça nous a permis de nous confronter au sujet. On se posait tous la question, hein, si on revient sur le baccalauréat, c'était un peu tendance. Le baccalauréat, ça fait plus de 20 ans qu'on se dit, on va passer le bac en contrôle continu, mais on n'avait jamais osé le faire. Et puis finalement, la crise mondiale de la Covid nous a contraints à passer le bac en distanciel contrôle continu. On ne reviendra plus en arrière. Et donc, sur l'ensemble des systèmes, c'est la même chose. On ne reviendra pas au monde d'avant. Le monde a changé, le monde a bougé, le monde a évolué. Mais D'ailleurs, vous m'avez dit en préparant ce rendez-vous qu'on on avait vécu un changement climatique du travail. Ouais, bah ça, j'en suis persuadé. En tous les cas, on le vit encore tous les jours. Mais ce qui est drôle, c'est, Stéphane, je trouve que cette nouvelle forme de travail nous a permis aussi de faire émerger des personnes qui étaient un peu plus en retrait, peut-être un peu moins en front. On a tous connu dans les organisations en 100% présentiel, ce qui est un mot qui n'existait pas hier, hein, parce qu'on n'envisageait pas le travail autrement qu'en présentiel. Donc, il y avait les managers qui étaient très à l'aise pour aller taper sur l'épaule des collaborateurs, animer des réunions en présentiel, etc., qui ont été, eux, perdus lorsqu'il a fallu organiser ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire du distanciel, mettre en place, attendre, avoir un temps de parole pour chacun, organiser des réunions, faire plus de digital, etc. Alors que d'autres, qui étaient un peu plus effacés à ce moment-là, peut-être un peu moins extravertis, qui se sont révélés comme être de nouveaux leaders, de nouveaux managers. Il y a de nouvelles personnes qui se sont, elles, révélées à cette occasion. Et donc, le changement a permis aux uns et aux autres de progresser et à d'autres de se révéler. Et ça, je trouve que c'est, moi, en tous les cas, un des premiers bénéfices de ces nouvelles façons d'envisager le travail. Sur le réchauffement, en tous les cas, sur cette phase de changement climatique, on a tous vécu des révolutions de l'intérieur où, quand on a commencé nos carrières, il y avait des secteurs entiers qui étaient extrêmement attractifs. Je parle du secteur de l'énergie, les transports, la grande distribution, la grande consommation. Toutes les écoles supérieures de commerce, à la fin des années 90, début des années 2000, rêvaient de rentrer dans une grande marque pour aller faire du marketing, de la pub, etc. C'est plus forcément aujourd'hui les mêmes centres d'intérêt. Et donc, il va falloir que ces entreprises se repositionnent, retrouvent du sens pour aller à la rencontre, en tous les cas, des besoins des salariés et des futurs talents qui, eux, ont rééquilibré un certain nombre de choses. On l'a largement évoqué, mais le sens, la quête de sens, que ce soit en individuel ou en collectif, aujourd'hui, elle est plus que prégnante. C'est-à-dire que les salariés qu'on accompagne, les cadres dirigeants, la première des choses, c'est quand ils sont dans une interruption de contrat, dans une intermission ou autre, ce qu'ils veulent, c'est redonner du sens. Je pense que ça va parler à tout le monde quand on s'est interrogé sur cette crise de Covid. C'est quel est le sens de mon existence? Est-ce que je suis vraiment heureux dans ce que je fais? Est-ce que je suis vraiment bon dans ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Et donc, tout ça fait que si les organisations ne sont pas en mesure, elles, de répondre, elles vont s'écarter de leur cœur RH en termes de talent. Et puis, évidemment, on a toujours les secteurs qui, eux, vont être en tension. C'est David qui le disait tout à l'heure en introduction sur la tension du marché de l'emploi, notamment des cadres. Bien, le secteur de l'IT, de la cybersécurité, de la santé, du social, etc., la mobilité, de transport en général, de la logistique, sont toujours hyper tendus. Donc là, il va falloir aussi trouver des leviers pour renforcer des talents et faire venir à la cybersécurité des personnes qui étaient peut-être sur d'autres métiers. Donc, il va vraiment falloir qu'on pense non plus
expertise technique, métier, mais compétences transverses pour pouvoir projeter des individus ou en tous les cas, les accompagner dans des métiers dont on n'a plus forcément besoin pour aller vers des métiers qui sont aujourd'hui en plus forte tension. C'est ça un peu, moi je pense que la réduction des écarts et l'accompagnement est un des rôles que nous on peut jouer pour conseiller à la fois les organisations et les individus, puisqu'il s'agit aussi de personnes dans une trajectoire dynamique de leur carrière. Et cela veut dire qu'il va falloir discuter, échanger entre organisations, entre entreprises, branches, salariés, voir comment on évolue. C'est ça, en 2 mots, hein, Jean-Pierre? Évidemment, je pense que de toute façon, il faut tout le temps. On est en fait une variable d'ajustement. C'est-à-dire que plus le monde change, plus on a besoin de traits d'union pour faire du lien, pour pas dire du lien entre les organisations et les individus. Et nous, on est l'interface des deux. C'est-à-dire que on ne peut pas avancer sans les organisations qui, elles, sont interdépendantes des individus. Et donc, on est vraiment dans un monde qui change cette variable d'ajustement. Anne-Caroline, des exemples d'actions et de situations, peut-être pour illustrer ce changement climatique du travail dont on parlait? Oui, mais si vous permettez, j'aimerais bien réagir sur une notion importante qui me chatouille les oreilles quand on parle de la question de sens. Parce qu'on voit que ça peut être un facteur déclencheur de départ d'un collaborateur, d'un salarié sur lequel on a investi, qu'on a formé, etc. Et c'est ce que tu viens de dire quelque part, Jean-Pierre, il y a une triangulaire entre nous, l'organisation et le salarié, le collaborateur. Ou plus exactement, la question de sens, elle se joue à deux. N'attendons pas que l'entreprise ou que le leader ou je ne sais pas qui nous donne du sens. Oui, bien sûr, il est important de donner la direction, les orientations stratégiques et comment la stratégie RH et la stratégie de développement des talents vient nourrir cela. Maintenant, la question de sens est une réponse aussi individuelle qu'il y a à construire par rapport à ça. Ce que vous disiez déjà tout à l'heure, être acteur de son propre destin professionnel, le construire et peut-être nous aussi lui insuffler du sens, lui donner aussi une autre dimension. Absolument. Donc ça, peut-être que ça se questionne, peut-être que ça s'opère à plusieurs, mais en tout cas, il n'y a pas qu'un responsable. Après, en termes d'exemples de bonnes pratiques, de multiples, on a parlé d'agilité tout à l'heure, agilité de l'organisation. J'ai en tête un grand groupe industriel, pour pas dire aéronautique, avec de très très fortes compétences, expertise, qui réfléchit justement à son agilité des organisations et comment renouveler on va dire, les styles de leadership et avoir les bons leaders pour accompagner les transformations. Donc, pour pouvoir renouveler ces leaders, encore faut-il être en capacité de leur permettre aussi de s'engager autrement ou en dehors des murs, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, et de le faire avec sérénité, de telle sorte à être impliqué dans la transmission. Et donc, un exemple qui fait écho au Bourget, qui était du salon du Bourget qui avait lieu la semaine dernière, dans lequel on voyait effectivement que les nouvelles technologies, la décarbonation, la gestion des énergies, l'innovation étaient au cœur effectivement des besoins de ce secteur, effectivement profondément questionné par l'actualité et qui effectivement doit anticiper pour continuer d'être toujours aussi absolument. important. Et donc, c'est un groupe qui a décidé d'investir non seulement dans l'accompagnement, le développement, le recrutement, etc., mais dans l'accompagnement des leaders pour leur permettre de s'engager autrement, ailleurs, et gérer avec sérénité la transmission. Un exemple. Autre exemple? On en profite en tant Oui, qu'expert. autre exemple, alors secteur des télécoms, qui est un autre secteur intéressant en termes de transformation, sans citer de nom, également, si vous me permettez, changement de gouvernance qui touche finalement l'organisation sur toutes les strates, et donc problématique de rétention de ces leaders. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des compétences, des expériences que vous souhaitez garder, mobiliser, mais vous ne savez pas à un moment donné quoi en faire. Donc, vous faites quoi dans ces cas-là? Eh ben, vous pouvez leur proposer un accompagnement, de faire un pas de côté, de réfléchir justement à qui ils sont, d'avoir une juste appréciation de leurs aspirations, le temps de pouvoir avoir sur un strapontin ce temps de réflexion avant de retrouver un siège et non pas un placard qui soit opérant et bénéfique pour tous. Et bénéfice caché, et ça c'est intéressant,
les leaders qu'on a pu accompagner sur ce type de programme sont sortis réassurés avec une confiance en eux et en l'organisation bien supérieure. C'est important d'avoir différents exemples parce que ça permet effectivement à ceux qui sont avec nous aujourd'hui de se projeter. Vous le disiez tout à l'heure, il y a une multitude de possibilités. Il faut déployer des méthodologies semblables, mais les analyses vont se faire secteur par secteur avec les entreprises. On sait que la typologie des entreprises va jouer aussi sur ces plans de succession. Dans le secteur industriel, vous auriez peut-être un exemple ou deux, justement, que ce soit Anne-Caroline ou David? Vous êtes gourmand, hein. Je pense que ça dénote un petit peu du contexte qui touche tout le monde. Un dernier peut-être. Pardon ? Non, vas-y, Oui. vas-y, je t'en prie. Un dernier sur le secteur industriel, et David complétera, il en a également plein dans sa besace. On parlait de style de leadership tout à l'heure, en disant il y a peut-être aussi une mise à jour à effectuer. Et là, ça peut être intéressant. On a des angles morts tous. Moi, j'en ai, je ne sais pas vous, mais on peut avoir quelques angles morts dans le rétroviseur et de permettre à des leaders, non pas de travailler sur leur développement en disant, en étant dans le diktat, il faut que, en étant dans l'injonction, mais en leur permettant de prendre conscience justement de qui ils sont et comment ils sont perçus, pas seulement leur identité, mais la perception par le groupe. En regard d'objectifs, ça peut être intéressant. Et là, c'est pareil, ça permet d'enclencher avec motivation un plan d'action. Donc, c'est du mentoring ou c'est du coaching. David, de votre côté? Oui, je vais poursuivre dans le secteur industriel avec un exemple qui illustre à la fois la problématique autour de s'assurer d'avoir les bonnes personnes au bon endroit, mais aussi comment l'organisation ou le schéma d'organisation peut être retravaillé pour justement satisfaire aux besoins de développement. Donc, je prendrai l'exemple d'un industriel européen qui est confronté depuis plusieurs années à de grandes difficultés quant à la performance de ses directeurs d'usine, fonction, on le sait très bien, qui est critique. Qu'est-ce qu'il y avait en termes d'observation, un turnover élevé, des taux d'échec importants dans les recrutements externes. Et donc, l'entreprise s'est posé la question, a réfléchi et a vraiment reposé les attendus du directeur d'usine, a aussi donné plus d'autonomie à ce poste-là, a renforcé l'attractivité de la filière dans l'organisation en interne. Et s'en est suivi un travail d'identification des potentiels internes avec la création, et c'est ce que j'appelle le schéma d'organisation, la création d'un poste d'adjoint qui était un véritable poste d'antichambre permettant de préparer en exposant les successeurs au directeur d'usine. Et pour faire le pont avec ce que disait Jean-Pierre sur la partie recrutement, ce profil attendu du directeur d'usine a été aussi utilisé pour pouvoir nourrir le vivier des candidats externes et avec des équilibres différents en fonction des géographies. Donc, ça appelle vraiment beaucoup d'agilité, mais aussi de se re-questionner, de se re-challenger sur ce dont on a besoin. Vous parliez de se nourrir d'exemples. Eh bien, justement, se nourrir de ces exemples, ça nous permet à tous et à ceux qui sont présents aujourd'hui, voilà, de s'interroger sur que faire, regarder ailleurs, adapter, anticiper. On a vu effectivement toutes ces questions avec vous. Merci à tous les trois d'ailleurs pour vos interventions respectives. Il nous reste un gros quart d'heure et justement pendant nos échanges, il y a eu des réactions, des questions posées par nos participants. Au vu du temps qu'il nous reste, on ne va pas en sélectionner 10, mais je pense qu'on aura le temps d'en prendre 3-4 au moins. La première qui m'arrive, que pensez-vous du phénomène appelé les salariés boomerang? Ces salariés qui quittent l'entreprise et finalement sont déçus de leur changement, reviennent, veulent revenir pris en compte dans la manière de bâtir et de penser les plans de succession. Je vais prendre la parole parce que j'en suis l'illustration. Donc, Parfait, merci Jean-Pierre. En fait, j'ai entendu, Stéphane, que vous étiez féru d'exemples. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, j'ai eu le plaisir de partir et de revenir. Alors, pas forcément au sein d'une entreprise, au sein d'un groupe, mais l'analogie reste la même. Tout à l'heure, on disait en avant-propos, avant que les micros soient ouverts, on disait il faut toujours soigner notre entrée quelque part
Et notre présidente disait, il faut aussi soigner sa sortie parce qu'on ne sait jamais le jour où on revient. Donc, elle avait déjà en avant-propos deviné la question qu'on pouvait peut-être nous poser. Donc, je m'inscris juste dans cette logique-là de se dire, finalement, on peut parfaitement répondre à un besoin où l'entreprise, l'organisation ou un poste a son attente du moment de début de carrière, et puis après avoir envie de soi d'aller faire autre chose, peut-être de l'international, peut-être d'aller créer son entreprise, peut-être d'être plus consacré à sa vie privée, et puis de revenir quelques années plus tard, nourri de ce qu'on a fait ailleurs et de venir enrichir l'organisation qu'on a quittée en bons termes. Évidemment, si on part en rupture, ça n'a aucun intérêt de revenir parce qu'on n'a pas laissé une trace suffisamment agréable pour que comment vos anciens salariés, collègues ou autres, parce que ce sont les mêmes généralement qu'on peut retrouver après quelques années quand on est parti. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez drôle finalement dans l'analogie entre l'entreprise et la famille. Dans la famille, quand on est le père, on reste le père. Quand on est la mère, on reste la mère. Alors que dans l'organisation, on peut aujourd'hui être managé par quelqu'un et revenir 5 ans plus tard, être son collègue, voire son subordonné. Et inversement, les rôles peuvent être interchangeables. Et c'est ça ce qui nous nourrit. C'est pour ça qu'on a eu de cesse durant notre intervention de dire que c'était un phénomène dynamique. Donc, à nous de concevoir l'individu, non pas tel qu'il est aujourd'hui, ici et maintenant, mais dans sa dynamique, dans sa trajectoire. Et je lisais récemment une étude qui disait que toutes les compétences et les expertises n'ont de sens que si déjà la première valeur de l'individu, c'était son éthique. Parce que si un individu est très intelligent, leader et tout ce qu'on veut, mais qu'il n'a pas d'éthique, il va mettre son intelligence au service de lutter contre l'entreprise ou l'organisation. À l'inverse, s'il a les valeurs fondamentales de l'ADN d'une entreprise, la bienveillance, l'éthique et que sais-je, eh bien, tout ce qui va ici dans notre organisation ou ailleurs développer va enrichir l'intérêt commun. Donc, les phénomènes boomerang, tout est raison gardée. De la même façon, si c'est un salarié qui, à chaque fois qu'il est en désaccord avec son N+1, tous les 6 mois, à chaque négociation de bonus part, il y a un moment donné, peut-être que l'organisation va se lasser, mais s'il le fait avec raison et de façon motivée, au contraire, dans un marché, comme on le disait, tendu, ils sont plus que bienvenus. Et puis, on ne fait pas l'analogie, je vous coupe Anne-Caroline, mais c'est vrai qu'il ne faut pas faire l'analogie de la famille jusqu'au bout. En l'occurrence, on peut partir d'une entreprise sans en divorcer. C'est-à-dire qu'il faut penser effectivement non plus la rupture comme une rupture, comme un déchirement, comme une trahison. Il faut... C'est ça? Excusez-moi. On a été un peu en rupture, Stéphane, avec le micro, mais on va deviner qu'effectivement, il y a des analogies, mais tout n'est pas à 100% effectivement aligné. Il n'y a jamais de divorce avec l'entreprise. Parce qu'il n'y a pas de mariage. Je veux bien compléter le point de Jean-Pierre, qui est un point très orienté sur l'individu. Je pense que c'est aussi un point, et la question était dans ce sens-là aussi. Pour moi, il est important que l'organisation tienne compte de ce phénomène, qui est quand même assez... je n'ai pas de nouveau, mais il y a quelques années encore, quelqu'un qui partait, l'objectif, ce n'est plus qu'il revienne. On ne voulait pas qu'il revienne. Aujourd'hui, c'est très différent. Pour l'organisation, dans le plan de succession, il est important, quand on identifie un successeur, de bien sûr qualifier ses compétences, son niveau de maturité vis-à-vis du futur poste, son envie, mais aussi s'il y a un risque que la personne parte. Parce qu'il faut pouvoir sécuriser la position. Et aussi, il faut accepter parfois, dans un plan de développement, d'avoir une approche beaucoup plus co-constructive et de pouvoir considérer l'écosystème externe comme étant un moyen d'acquérir de l'expérience et quasiment de le poser dès le début de la réflexion et du plan de carrière. J'espère que vous m'entendez à nouveau. Ça va mieux. Très bien. Excusez-moi, je disais qu'il ne fallait pas faire l'analogie effectivement avec la famille jusqu'au bout, qu'on ne vivait pas effectivement ces changements de carrière comme des ruptures ou des trahisons ou des divorces, mais effectivement, imaginez ça dans un continuum, mais vous aviez très bien lu sur mes lèvres. Allez, autre question. Dans notre société, la gestion RH se limite au recrutement et à la rémunération. Que doit-on faire pour changer cette situation ? Moi, je n'ai pas du tout l'impression que ça se limite à ça.
Alors, dans notre Euh, société, c'est peut-être dans la société de la personne qui nous Personne. écrit d'ailleurs. Mais en fait, moi, c'est pas du tout ma vision des choses. Au contraire, la rémunération est un élément qui est à prendre en compte dans l'approche globale. Aujourd'hui, comment on est davantage questionné sur le sens, le poste, l'organisation, la raison de l'entreprise, les conditions de travail, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, la localisation du poste, etc., etc., etc. Donc, en fait, c'est beaucoup plus large. Et les entreprises en ont bien conscience puisque sur les réseaux sociaux, elles travaillent cette marque d'employeur pour conserver une attractivité. Le salaire, aujourd'hui, est certainement un élément clé, mais ce n'est pas l'élément essentiel. Les conditions, le bien-être au travail est encore plus important. Mais pour la personne qui nous écrit, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'elle interpelle justement peut-être ses J'allais dire, dirigeants, son service RH, c'est ça? je pense que on est aussi conscient du fait que les entreprises peuvent avoir des niveaux de maturité différents tant qu'au sujet talent management, RH, et dans lequel la personne qui pose la question, effectivement, on ne peut que l'inviter à, voilà, à poser le sujet d'une réflexion beaucoup plus stratégique de la gestion des collaborateurs, pas uniquement sur le prisme administratif, de pouvoir alerter sur le risque lié à la pénurie de talent, le risque lié à ne pas être suffisamment réactif. Et on le sait bien, c'est qu'aujourd'hui, les équipes RH qui ont cette capacité et qui développent une posture de partenaire business, ce sont ceux qui ont l'oreille des dirigeants et ce sont eux qui permettent effectivement de mettre en œuvre ces projets-là. C'est une Donc, question qui fait écho à ce une qu'on posture, disait tout à question de l'heure. posture. C'est-à-dire, si je ne change pas de politique RH, qu'est-ce qui va se passer? Oui, Est-ce que je peux exactement. continuer à faire au jour le Tout jour? à fait. Et là, effectivement, on a des personnes qui sont toujours un petit peu en retard sur l'appréhension de ce nouveau contexte climatique du travail. J'adore cette expression. Allez, comment, au travers de vos expériences, booster l'envie d'être acteur allié à la mobilité nécessaire au développement et évolution des talents? C'est un peu, en gros, comment on fait pour booster la mobilité, pour permettre à chacun de s'emparer de ces questions dans le cadre d'un développement de carrière, si j'ai bien compris la question. Je démarrerais bien déjà en reprenant l'idée qu'on est tous acteurs et donc responsables de ça. Et donc, quand on sort d'université ou d'école, on peut imaginer que l'entreprise va nous aspirer. Et puis au départ, effectivement, ça se passe comme ça. Mais non, à un moment donné, c'est bien à nous de réfléchir au point. La question précédente évoque aussi le fait qu'on n'a pas nécessairement visibilité de ce qui existe dans une entreprise. Si on regarde combien il y a de collaborateurs et le nombre de HRBP ou de DRH, ils sont tous investis, convaincus de l'importance du capital humain. Pour autant, ils ne peuvent pas connaître tout le monde et ne sont pas nécessairement toujours en capacité de faire savoir la totalité. Donc, ne pas hésiter à aller au-devant de cela. Donc, la mobilité interne est un sujet personnel. Après, il y a un sujet au niveau managérial, et je passe le ballon. Il y a un sujet managérial, c'est en tant que manager, est-ce que j'ai envie d'accompagner les mobilités? Pas forcément. J'ai des experts, j'ai envie de les garder. Maintenant, ça, c'est un raisonnement court terme et qui est peut-être plus, comment dirais-je, up-to-date par rapport à ce qu'on vit en termes de nécessité, d'urgence, d'agilité des organisations. Et si on pense au coup d'après, on se dit aussi qu'en laissant partir ces salariés qu'on a accompagnés, ces collaborateurs, on diffuse aussi l'agilité, la méthode que l'on avait dans notre service tout au sein de l'entreprise, en fait. Absolument. C'est la pub Activia, hein, si je peux me permettre également un exemple très Mais sur trivial. Internet, C'est on à l'intérieur, se voit à l'extérieur. Jean-Pierre, je vous voyais réagir. Vous vouliez dire un petit mot sur ça, sur cet Moi, je aspect-là? réagis toujours quand il y a une pointe de fond et a fortiori s'il y a de l'humour. Hein. Je suis un bon public. Hein. Mais effectivement, je peux que partager ce qui vient d'être dit. C'est du bon sens, en fait. Il faut aussi soi-même être acteur du changement. C'est-à-dire qu'il faut aussi que nous, on soit modèle. Si un manager reste 15 ans sur son poste, qu'est-ce qu'il donne comme modèle d'identification à ses équipes? Et donc, il faut qu'on soit soi-même agile. Alors, c'est pas facile, hein, c'est se remettre en question. Mais déjà, ne serait-ce que de s'adapter dans un monde qui évolue, c'est faire preuve d'agilité. Et on n'a pas le choix, on ne peut pas être à l'équilibre, sinon c'est Freud qui le disait, hein, pas moi, l'équilibre c'est la mort. Donc il faut toujours qu'on soit un peu en déséquilibre pour avancer. Donc comme on est dans un monde un tout petit peu déséquilibré, à nous de l'équilibrer, mais pas trop.
Merci pour ces illustrations, Jean-Pierre. Dernière question, je pense. Que pensez-vous des entreprises rachetées par des fonds et qui n'ont qu'une logique financière? La gestion des talents et des RH n'est-elle pas mise à mal dans ce cas? C'est une vaste question. C'est une question piège. On termine avec ça. Pas vraiment. En fait, s'il n'y a pas de fonds, il n'y a pas d'entreprise. Et la raison d'être des entreprises, c'est pas simplement d'offrir des postes aux uns aux autres, mais c'est aussi de gagner de l'argent et d'avoir de la rentabilité. Donc, faut qu'il y ait aussi une question de balance intelligente entre la capacité à générer de la rentabilité tout en tenant compte de l'individualité du collectif, de la société dans laquelle on est et de s'adapter aux besoins des individus, des groupes et des générations qui ne sont pas les mêmes lorsque on travaille avec des populations qui sont plus expérimentées, seniors ou des jeunes diplômés. Comme tout à l'heure on l'a dit, on doit penser l'organisation dans une globalité avec une notion de l'approche humaine qui nécessite de l'individualisme. David? Je compléterai, je crois, les fonds sont divers et variés. Les fonds ont des appétences également distinctes sur le sujet RH, mais plein d'entreprises n'ont pas de fonds et ont ce même enjeu de performance dont parlait Jean-Pierre. Je crois beaucoup à l'art de la belle histoire, du storytelling. Il y a de nombreuses études qui convergent pour dire qu'aujourd'hui, des collaborateurs, des managers engagés, ce sont des personnes performantes. On sait aussi que la notion de perspective en termes de projet, en termes de carrière, dont on beaucoup parlé également Anne-Caroline et Jean-Pierre, est un levier. Donc, on a une belle histoire à raconter aujourd'hui. Mettre la dimension RH, la capacité d'accompagner les collaborateurs dans l'organisation, c'est sécuriser la rétention, c'est s'assurer d'une meilleure performance, donc d'une meilleure rentabilité financière. Et notamment pour les fonds ou les entreprises en LBO, c'est d'autant plus intéressant pour l'effet de levier. On l'aura compris en vous écoutant. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de plan standard, universel. Il faut vraiment questionner son modèle, questionner son marché, questionner ses collaborateurs, questionner justement toutes les méthodologies passées et regarder ailleurs pour s'inspirer, butiner et construire ensemble. Je prends l'image de la ruche. Moi aussi, je crée je fais des illustrations. Avant de se quitter, tout de même une petite et rapide conclusion en 2 mots sur ce sujet qui nous a réunis, puisqu'il nous reste 2 minutes. Comment faire de vos plans de succession des leviers de performance? En 2 mots, Anne-Caroline. On vient de le dire, c'est une réponse globale et je crois qu'on en est l'illustration, David, Jean-Pierre et moi-même, avec des expertises différentes. En approchant le sujet globalement, on rend l'ensemble de l'organisation et chacun de ses acteurs beaucoup plus performants et motivés. Selon vous, David, alors comment faire de vos plans de succession des leviers de performance? C'est un vrai projet de changement, c'est une vraie transformation culturelle et je trouve que c'est un moyen, une superbe opportunité pour les équipes RH ou ceux en charge du management talent d'être encore plus fortement contributeurs, et ils le sont déjà beaucoup, de la stratégie de l'entreprise. Jean-Pierre? Inciter, prendre le risque de changer, d'évoluer et surtout de ne pas chercher à remplacer celui qui part par son modèle ou sa copie, mais au contraire casser des codes. Et c'est donc permettre à celui qui va succéder de regarder le sujet différemment et donc d'apporter quelque chose de neuf. Ne pas oublier, en tout cas, que ces changements, ces bouleversements vont aussi être bénéfiques et ce ne sera que des bénéfices pour l'organisation et les individus. Merci à tous les 3 de nous avoir apporté votre expertise. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui pendant cette heure et quart ensemble. Notre LinkedIn Live touche à sa fin, vous l'aurez compris. Nous espérons que ça a été aussi enrichissant pour vous que pour nous. Vous pouvez retrouver le replay sur les réseaux sociaux LHH dès cet après-midi pour celles et ceux qui souhaitent partager ce rendez-vous ou bien le regarder à nouveau. Passez une très belle journée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle session live. Au revoir. Merci. Au revoir.